Les plus beaux métiers du monde ou la passion dévorante du marché de l'art. Lorsque l'on est passionné, on a l'habitude de dire de son métier qu'il est le plus beau du monde. Mais alors, le plus beau métier du monde, quel est-il ? Et comment est-il défini par ceux qui l'exercent ? Frank Lloyd Wright s'exprimait ainsi au sujet des experts. Un expert est un homme qui a cessé de penser. Pourquoi penserait-il, puisqu'il est expert ? En croire cette citation, on pourrait imaginer qu'un expert ne découvre plus, qu'il connaît tellement bien son domaine d'expertise qu'il n'a plus rien à apprendre et identifie, simplement. Pourtant, si l'on se penche sur l'étymologie du mot « expert », elle renvoie à deux choses bien différentes. La première est celle de l'homme qui a fait l'expérience, qui est éprouvé. Mais elle renvoie également à un autre sens, celui de faire l'essai de ou tenter de réaliser. Deux significations bien différentes. Alors être expert dans le marché de l'art, n'est-ce pas s'interroger ou s'émerveiller peut-être un peu plus chaque jour des œuvres d'art que l'on rencontre ? Et n'est-ce pas cette rencontre permanente qui fait de ce métier un des plus beaux métiers du monde ? Pour nous parler de ce métier, nous avons la chance de recevoir Paul-Louis Flandrin. Vous êtes antiquaire, orfèvre, joaillier, expert, conseiller en patrimoine de luxe, vente de gré à gré, conférencier en gémologie et histoire du bijou. Je reprends les termes qui étaient sur votre compte LinkedIn. Vous avez effectivement un savoir qui semble pléthorique sur le bijou. La première question que j'ai pour vous, mais d'abord je vous souhaite la bienvenue à notre micro et nous vous remercions également de nous accorder cet entretien. Donc la première question que j'ai pour vous, c'est est-ce que lorsque vous étiez enfant ou adolescent, vous aviez déjà cette passion pour le bijou ou comment est-ce qu'elle vous est venue ? Difficile de dire. Peut-être les premières choses auxquelles je pense, c'est le bruit du collier de perles de ma mère qu'elle portait à son cou quand j'étais enfant. Voilà, la première chose auquel me fait penser votre question. C'est ça qui vous a donné le bruit des perles. Et après, vous avez dans votre parcours universitaire, J'ai pris la succession de mon père, j'ai travaillé avec mon père, j'ai appris le métier en partie avec lui et après d'une manière autodidacte. Il exerçait aussi un métier d'orfèvre ? Ce métier d'expert et d'antiquaire en bijoux et en orfèvrerie. D'accord. Le même que je fais aujourd'hui. Donc c'est aussi un métier de transmission, comme beaucoup de métiers dans le marché de l'art, finalement. Oui et non. Je suis pas sûr que ce soit véritablement un métier de transmission. C'est un métier peut-être qui se transmet, mais c'est pas la même chose. L'expérience, c'est à vous de la faire. Chacun est maître de son expérience et dans nos métiers, on ne peut difficilement profiter de l'expérience des autres tant elle est parfois fugace et basée sur des choses qu'on ne maîtrise pas toujours, qui ne sont pas que de l'ordre de la connaissance. Voilà, universitaire, j'entends. Je n'ai aucun parcours universitaire. Finalement, vous avez plus un savoir qui se base sur de la pratique pure de l'objet. Ça fait quand même des années que vous pratiquez ce métier. Est-ce que vous diriez que finalement vous êtes expert, donc vous connaissez... Non, je reviendrai sur votre... Encore... Déjà, première chose, je reviendrai sur la définition que vous avez citée au départ. Je n'ai pas la même. Pour moi, un expert, c'est quelqu'un qui se trompe le moins souvent, mais qui n'est pas exempt d'erreurs, loin de là, mais qui essaye, par son travail, par sa culture, par son intérêt, sa curiosité, qui essaye de connaître le maximum de choses pour justement éviter de faire des erreurs. Mais malheureusement qui n'est jamais à l'abri d'erreurs. Et donc ça veut dire que c'est quand même découvrir en permanence des nouveautés. C'est pas appliquer votre savoir, parce que c'est un peu souvent la vision qu'on a de l'expert qui connaîtrait tous les mouvements. Pas du tout. Je passe. Le métier d'expert, c'est apprendre tous les jours. On apprend tous les jours. Est-ce qu'il y a certains objets qui vous invitent à une forme de contemplation ou de... qui vous apportent une joie, non, peut-être pas. Contemplation, non, plus des questions.
Oui, ça oui, des objets qui me posent des questions, oui, continuellement. La contemplation, non, pas vraiment. On a la chance de pouvoir partager un moment de notre vie avec ces objets. Voilà, c'est un moment passé en leur compagnie, si je puis me permettre de parler d'eux comme ça, de ces objets. Néanmoins, on peut en avoir un certain plaisir. Néanmoins, l'intérêt, le plus grand plaisir ne se trouve pas dans la possession, ou alors vous n'êtes pas expert, il se trouve dans la transmission des choses et l'acquisition, l'apprentissage de nouvelles connaissances. Et alors après, c'est une question que j'aime et qui est peut-être un peu ambitieuse, mais est-ce que vous diriez que c'est ça qui vous fait vibrer dans votre métier ? C'est effectivement une des grandes motivations de ce métier, des grandes angoisses aussi, il faut le dire. Oui, parce que vous êtes souvent confronté à des choses que vous ne connaissez pas, que vous devez acquérir, et jamais vous vous dites, voilà, ma science est totale, parfaite. Non, il y a toujours des choses à apprendre, c'est à la fois un grand plaisir, puis à la fois, effectivement, ça nécessite beaucoup de travail, contrairement à ce que certains pensent en disant « Oh, vous, les experts en bijoux, c'est tellement facile, votre métier, là. » Eh non, justement, c'est loin d'être facile et ça nécessite beaucoup de travail. Alors, ça se voit peut-être pas, ça ne se mesure peut-être pas, mais en l'occurrence, je peux vous l'assurer, nous travaillons beaucoup pour identifier, analyser, étudier l'usage, la nature et la façon dont sont réalisées les pièces que l'on nous soumet. Et vous en fabriquez vous-même des bijoux Non. Bien, alors c'est autre chose. Là, vous sautez du coq à l'âne. C'est un autre domaine. C'est le domaine de l'artisanat. Bien évidemment, nous sommes en contact avec les ateliers, avec les gens qui font, avec les gens qui réparent. Bien évidemment, j'ai passé pas mal de temps chez certains amis orfèvres à regarder comment ils faisaient. Mais c'est encore autre chose. Oui, ça permet de comprendre les objets, mais c'est pas mon travail de faire. Mon travail est de comprendre l'objet, de savoir comment il a été fait, pourquoi il a été fait, et quels ont été les choix de la main qui les a créés pour les faire tels qu'ils sont. Et est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a une raison? Est-ce que ça a une intelligence et un art parfois? Qu'est-ce qui fait justement la beauté de l'objet ou du bijou que vous avez devant vos yeux? Et est-ce que cette beauté également qui vous transporte dans votre métier? Parce qu'on dit souvent que les bijoux, c'est une phrase qui est très cliché que j'ai, mais vous savez quand on dit que les choses sont comme les feux d'artifice, quand on en a vu une, on les a toutes vues. Je pose ça, c'est un peu provocateur comme question, je sais, mais... Il est difficile pour moi de répondre à votre question de la manière dont elle est posée. Je me permettrai juste de la poser différemment et de vous dire, en fait, les objets, qu'ils soient bijoux ou orfèvrerie, sont pour moi des témoins d'une histoire. Et à chaque fois, observer, analyser, encore étudier, expertiser un objet, c'est faire un voyage dans le temps, un voyage dans cette histoire, essayer toujours de comprendre les choses, de comprendre l'époque à laquelle ça a été conçu, pourquoi, voilà, et de revenir dans ce sens-là, parce que ce qui est beau à une époque ne l'est plus aujourd'hui, ce qui le redeviendra sans doute, et de sortir des préjugés que l'on peut avoir, des idées, des fausses idées, des préconçus, des préjugés, et d'essayer toujours de garder une certaine forme de liberté pour pouvoir observer, toujours un œil neuf, toujours un œil perçant, j'essaye, mais surtout un œil propre, je dirais, pas chargé de connotations, voilà. Oui, mais pourquoi pas? Vous avez pris cette métaphore du feu d'artifice, mais en fait chaque fusée est différente, chaque couleur sera différente,
Chaque bruit qu'elle va émettre sera différent, chaque intensité sera différente. Je regarde l'objet de cette manière, chaque objet est différent. Même deux objets qui se ressemblent sont différents. Et c'est cette recherche qui est le sens de mon métier d'expert. En plus du voyage qu'on peut faire avec la recherche dans l'objet. Ça veut dire que quand on vous apporte un objet, vous avez aussi de la documentation dans cette galerie. Vous passez d'abord par la recherche du modèle pour ensuite... C'est compliqué, on a des process d'analyse. Souvent, ça questionne les gens. Je dirais que c'est plus une problématique qui se pose au final, dans la manière dont on rédige les choses. Savoir de quoi on parle, comment on en parle. La première impression sur un objet, et je citerai certains de mes collègues qui disent qui est souvent la bonne, c'est l'esprit, c'est l'œil qui le fait. Savoir ce qui se passe, cette espèce de cartographie, cette bibliothèque d'objets qu'on a dans la tête et qui vient référer à la vision d'un objet, c'est indescriptible, complètement indescriptible. Donc laissons l'œil découvrir l'objet, le regarder, la main le prendre. L'appréhension est une chose importante. Après vient effectivement les analyses techniques, le poids, la taille, les titrages, les dimensions, les signatures s'il y en a, les recherches, etc. sur différentes choses qui peuvent étayer la fiche descriptive de l'objet. Ensuite, j'aurais plus une question au niveau des ouvrages que vous avez peut-être également dans votre galerie. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui aimerait débuter en gémologie, ou en tout cas sur l'histoire du bijou ? Il y en a plusieurs, ça va être compliqué là. Ça va être très difficile. Déjà, je citerai un que j'aime bien, qui est le dictionnaire des pierres précieuses par Larousse, qui a été écrit par un de mes anciens professeurs de gémologie, Monsieur Poirot, qui est une bible de connaissances et qui justement a ce regard que je trouve intéressant, qui a une approche sur ces matières, ces gemmes, qui n'est pas uniquement une approche sur la chimie, la physique. Il y a aussi l'histoire de la couleur, il y a aussi l'ésotérisme, il y a aussi plein de notions qui entrent en jeu et qui bien évidemment aussi sont différentes en fonction des pays. Vous imaginez bien que la couleur bleue en Europe ne veut pas dire la même chose qu'en Orient. Et tout ça est extrêmement important et tout ça est à corréler ensemble. Et voilà, donc le dictionnaire des pierres précieuses chez Larousse, je crois qu'il est édité toujours, donc ça se trouve. C'est la base pour débuter un peu en... C'est pas la base, mais c'est une très belle porte ouverte à mon métier, voilà. Vous avez aussi éventuellement une autre référence peut-être d'un ouvrage, je sais pas si ça existe, mais un ouvrage peut-être de fiction sur un objet ou un truc, quelqu'un qui... sur votre métier, je sais pas. Non, pas vraiment. Juste me vient une anecdote à l'esprit. C'est un de mes collègues qui a édité illustre collègue, qui a déjà quelques années, un ouvrage qui s'intitulait « Vive la Chine » et qui était bien évidemment un ouvrage consacré à la curiosité de l'antiquaire, de l'expert, de trouver l'objet rare. Il a quand même reçu une lettre de l'ambassade de Chine le remerciant pour son excellent ouvrage sur ce noble pays qu'est la Chine. Voilà, donc c'était cette anecdote qui me vient à l'esprit quand vous me demandez de citer un livre. Peut-être dernière question, la question signature de notre podcast. Est-ce que, à vos yeux, vous exercez le plus beau métier du monde ? Probablement l'un. Je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que c'est mon métier le plus beau du monde. Mais effectivement, l'un des plus intéressants, toujours pour ce que nous avons évoqué auparavant, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que sera fait ma journée de demain. Je ne sais pas quel objet on va venir me montrer. Peut-être quelque chose qui n'a pas d'intérêt ou peu d'intérêt.
Et encore, l'intérêt est très souvent relatif. Et peut-être une chose merveilleuse dont les gens ignorent le sens, l'existence, et que je vais pouvoir leur révéler. Comme souvent, lorsqu'on nous amène des bijoux, ce qui est souvent intéressant lors d'une succession ou pour une estimation et que nous avons affaire à un lot, à un ensemble de bijoux, il y a toujours une découverte que l'on fait qui est complètement ignorée, qui est passée comme ça au travers de l'histoire de la famille et qui permet de retracer justement un petit peu l'histoire. C'est soit l'origine d'un bijou, alors on retrouve le fil avec un vieil oncle qui aurait vécu dans un pays, parce que justement dans cet écrin, il y a un bijou typique de cette région. Et voilà, on retrace des fils, on retrace des liens entre les familles, et parfois on a la chance de découvrir des merveilles oubliées. Et aussi, il nous arrive qu'on nous apporte des choses en nous disant que ce sont des merveilles, et cela n'en sont point. Mais voilà, Mais ça arrive aussi dans les deux sens. Et le côté merveilleux de ce métier, c'est vraiment la curiosité qu'elle nécessite, parce que l'angle de vue des choses est très large. En tout cas, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour répondre à nos questions sur l'un des plus beaux métiers du monde que vous exercez. Pas forcément le plus facile, attention. Et pas forcément le plus facile. Peut-être qu'on pourra rediscuter de ces difficultés. Avec grand plaisir. C'était Les plus beaux métiers du monde. Nous vous remercions pour votre écoute. Prise de son, montage, mixage, Inès Allard. Interview et écriture, Prudence Basset. Partenariat avec la maison de vente Evrard et Fabre. Nous remercions Edgar Payet pour son aide et ses précieux conseils.